Amel, tu peux faire basculer les gens. Ouais, Et Amel, il faut juste que tu te mettes en mute sur ton deuxième compte, sinon ça fait un écho. ok. Alors, mais vous êtes sur scène en fait. Donc il y a Dominique qui est là. Bonjour. Bonjour à tous. Et je ne sais Bonjour. pas où sont les autres en fait. Attends, moi je leur dis qu'ils rejoignent le backstage. Ouais. Ou qu'ils soient sur une table. Je les vois pas sur la table. Ah, il y a Boris qui est là, qui dit bonjour les amis. François qui est là. Alors, bonjour à tous. Je crois qu'il y a François Samarque qui est là. Nous avons Boris et nous avons Dominique. Et je pense que... Est-ce que vous êtes à une table ou est-ce Moi, que je vous suis êtes dans les coulisses. en backstage? Il y a Ludovic Voilà. aussi qui doit être là. Jean-Baptiste Roux. Mais je pense que c'est ça le problème, Amel, on est encore en backstage alors qu'ils doivent être dans la salle principale, même peut-être le recording potentiellement, je sais pas. Le recording là, ok. Bah alors, Et comment est-ce qu'on vous... quitte? c'est moi qui peux vous faire quitter. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Du coup, nous sommes très heureux avec toute l'équipe cyber de Singapour de vous accueillir aujourd'hui et puis de vous présenter un nouveau programme qu'on vient de lancer avec plusieurs pays d'Asie, qui est comment aider à l'internationalisation des startups françaises sur les marchés asiatiques. Donc, je vais prendre quelques minutes avant la présentation qui va vous être faite sur tout l'écosystème cyber à Singapour, qui sera suivi du panel et ensuite d'une Q&A qui ne sera pas enregistrée. Donc, ça sera vraiment un débat entre les experts, les entrepreneurs français ici à Singapour et vous-même, start-up. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, le concept est Nextech Asia. Donc, il y a plusieurs partenaires stratégiques, notamment tous les acteurs français à l'étranger, mais aussi en France. On a des sponsors et on a 5 pays en Asie qui sont derrière, les 5 plus gros pays d'Asie. Donc, la Chine avec les 3 communautés Hong Kong, Shenzhen, Beijing et Shanghai. Nous avons l'Australie, nous avons la Corée, le Japon et Singapour. Nous avons plus d'une trentaine de French Tech qui soutiennent le projet avec plusieurs milliers de startups à l'intérieur. Et ce programme va durer une année, donc sur l'année 2022 et empiéter un petit peu sur 2023. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est issu du Community Fund qui est sponsorisé par le gouvernement
français. Et c'est une alliance entre toutes les French Tech en Asie pour créer des ponts entre les startups françaises et tout l'écosystème tech qui est composé d'accélérateurs, de VC, d'écosystèmes builders, de corporate. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire vous apporter de la connaissance, ça veut dire vous apporter aussi un réseau d'experts et sur des verticales bien précises. Aujourd'hui, on en est l'exemple. Et aussi essayer de promouvoir vos talents, votre entité et aussi vos produits. Nous reposons sur des valeurs qui nous sont très chères, qui sont bien sûr l'inclusion, tant sur le plan de la gender diversity, mais aussi du côté social et éthique. On a une verticale très forte de French Tech for Good pour tacler les gros challenges que la tech, auxquels l'environnement d'ailleurs et tout l'écosystème est confronté. Et collaborative, et donc où nous voulons créer des ponts entre les partenaires de l'écosystème tech. Pour cela, on a différentes verticales. Aujourd'hui, on adresse la cybersécurité, mais on a la food tech, l'agri-tech, la deep tech et la blockchain. Et on va sûrement pas s'arrêter là. Donc voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu le projet Nextech et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc je m'appelle Amel Rignot, je suis fondatrice du cabinet Digital Mind Media qui aide des startups à se développer en Asie. Et je lead ce programme avec les différentes autres French Tech en Asie. Et je vais passer la parole à Sylvain qui va vous présenter un petit peu le landscape de Singapour. Merci. All right, bonjour à tous. Alors, juste partager mes slides avant de débuter. All right, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire un bref aperçu de la cybersécurité et de l'écosystème de la cybersécurité à Singapour. Avant de débuter, je tiens juste à me présenter. Alors, je m'appelle Sylvain Hirsch. Je travaille pour Mandiant dans l'équipe d'Incident Response, dans tout ce qui est la réponse aux cyberattaques qui touchent les entreprises. Et en parallèle, je suis aussi le co-lead de la Cyber French Tech, le Chybers Chapter à Singapour. Donc, concernant la situation actuelle à Singapour et de l'écosystème en Asie-Pacifique, donc comme le reste du monde, l'Asie-Pacifique fait face à des cyberattaques grandissantes, tant en complexité qu'en fréquence et dans leurs ampleurs. Selon une étude de Checkpoint, l'Asie est particulièrement confrontée à une menace potentielle plus élevée que le reste du monde. Donc, c'est pourquoi les entreprises devront, dans un futur, et devront, à l'heure actuelle aussi, adopter et établir des centres de compétences dans la région. Donc, l'Asie-Pacifique a expérimenté dans le passé des pertes plus importantes que la globalité et le reste du monde. Selon le Cyber Smart Index, Singapour est le pays le plus préparé, mais aussi le plus exposé aux cyberattaques en Asie. Une des raisons pour laquelle Singapour est bien préparée, c'est qu'elle a fait face dans le passé à plusieurs grosses cyberattaques, comme cette fuite de données importante de Sing Health, qui est l'établissement de santé et l'organisme de santé le plus important à Singapour. En 2018, plus de 1,5 million de données de patients ont été compromises, incluant les données du Premier ministre, ce qui permet de faire prendre conscience des dangers et des conséquences
des cyberattaques. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, 1,5 million, ça représente plus d'un quart de la population de Singapour. Donc, pour garder sa position de leader au niveau mondial et au niveau du centre financier et économique en Asie, Singapour a développé un environnement législatif important pour renforcer sa cybersécurité, pour renforcer sa résilience, ainsi que de pouvoir permettre un cyberespace plus sûr. Donc, elle a mis en place à partir de 2016 une stratégie cyber qui a été revue en 2020. Il y a 3 piliers principaux de cette stratégie cyber. Le premier pilier, c'est vraiment de construire et de permettre des infrastructures résilientes, la résilience des infrastructures ainsi que des infrastructures critiques. Le deuxième point, c'est vraiment de permettre et d'accélérer la sécurité du cyberespace. Et le troisième élément, c'est vraiment de permettre une collaboration à l'international. Donc, pour réaliser ces objectifs, Singapour a développé et veut développer un écosystème de la cybersécurité dynamique. C'est en l'occurrence à la suite de ça que le IC71, qui est un Cyber Security Hub, qui a été développé en 2018 par une venture de Singtel, Innov8, qui permet la création et aussi l'accélération des startups à Singapour. En plus de ça, depuis quelques années, Singapour a vraiment mis l'accent sur le développement de l'éducation au niveau cyber. Et elle a déboursé un budget de plus d'1 milliard de dollars singapouriens pour développer sa stratégie au niveau de la cybersécurité. Donc, concernant les acteurs principaux à Singapour, on a le CSA, qui est le Cyber Security Singapore Agency, qui est responsable pour la cohésion et la coordination de l'ensemble de la stratégie cyber à Singapour, et aussi de permettre une cohésion et une collaboration entre les services publics et le secteur privé. On a aussi la Digital Industry, qui a pour but de développer et d'accélérer la croissance des entreprises et aussi de développer leurs capacités cyber. Comme je l'ai dit préalablement, Singapour est vraiment une place financière importante en Asie. Donc, le MAS, qui est le Monetary Agency of Singapore, a aussi développé des instruments régulatory pour s'assurer que tout son système financier avait une certaine résilience aux cyberattaques afin de s'assurer une certaine stabilité. C'est pour ça qu'elle a aussi, en l'occurrence, mis à développer son Cyber Agent, donc le MAS 655, en 2019. Et un des derniers acteurs importants, c'est le National Research Foundation, qui a pour but d'orienter l'orientation nationale en termes de cybersécurité ainsi que de développer tous les aspects au niveau de recherche et développement. Donc, comme on le sait, l'économie cyber est vraiment une économie grandissante en Asie comme dans le reste du monde. En Asie en particulier, les gouvernements qui ont été impactés dans le passé ont vraiment développé des initiatives spécifiques pour s'assurer une sérénité au niveau de la cybersécurité et aussi de capturer et permettre le développement des différentes opportunités cyber. Donc, l'Australie en exemple concret avec son Host Cyber et ainsi que Singapour avec sa stratégie cyber l'idée par The Cyber Security Agency, comme je l'ai dit préalablement. Les organisations en Asie et à Singapour sont particulièrement acheteurs de différentes solutions de cybersécurité. Et selon une étude faite par Deloitte, les entreprises en Asie-Pacifique devraient augmenter plus rapidement que la moyenne et devraient dépenser plus que la moyenne avec un supplément de plus de 31 milliards de dollars américains.
Donc, Singapour offre un environnement cyber et un écosystème cyber assez intéressant avec les différentes initiatives qui ont été développées au cours de ces dernières années. Et en plus de ça, Singapour permet et offre des possibilités supplémentaires de croissance et d'exportation avec tous les pays qui entourent Singapour. Donc, avec ceci, je termine ma présentation sur l'écosystème. C'est un bref aperçu de l'écosystème à Singapour. Et je vais laisser Pierre, Kevin répondre aux questions supplémentaires que vous aurez. Merci, Amel. Peut-être que tu peux te présenter également? Ah, je me suis brièvement présenté au début de… Tu as peut-être raté ça. Je me suis présenté au début de ma présentation. D'accord, super alors. Et Pauline. Nous avons Pauline également. Est-ce que Pauline est là? Parfait, Pauline est là. Super. Du coup, je suis très contente de vous avoir sur scène. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, déjà, vous présenter pendant 30 secondes. Et après, on enchaînera. Donc, Kevin et Pierre. Mais juste avant, je vais animer ce débat avec Pauline Ordines. Donc, si tu veux te présenter. Et ensuite, on passera la parole aux panélistes pour se présenter également. Ça marche. Bonjour à tous, Pauline Ordines. Je suis senior consultante en cybersécurité. J'ai monté ma structure à Singapour et j'accompagne les entreprises françaises et les entreprises locales sur la transformation de leur business cyber, que ça soit sur des missions d'accompagnement en GRC ou en accompagnement de tests techniques. Ça fait 15 ans que je suis en cybersécurité. Précédemment, j'étais deputy CISO d'une industrie en France. Et voilà. Vas-y, Kevin. Ouais, il faut que je me démute. Bonjour à tous, donc je suis Kevin Gallerin, je suis le CEO APAC pour Yes We Hack. Ça fait 13 ans que je suis à Singapour. Avant, j'ai été pentester, j'ai fait de la recherche sur de l'analyse de malware et pas mal de recherches en sécurité informatique. J'ai fait un petit saut dans la finance et après, je suis revenu sur mes premiers amours qui sont de la sécurité informatique. On a ouvert Yes We Hack en Asie en 2019 et donc depuis 3 ans, je m'occupe du headquarter à Pâques. Très bien. Pierre? Oui, bonjour à tous, donc Pierre Sanson, je m'occupe des ventes et marketing, pour faire simple, et puis du Customer Success chez Acuity, que j'ai rejoint en janvier en ouvrant la filiale à Singapour. Et ça fait 5 ans que j'étais à Singapour avant ça, chez Alcatel-Lucent, et précédemment j'étais en cybersécurité chez Lexi pendant 5 ans à peu près, où j'ai rencontré mes associés actuels. Et voilà comment je suis arrivé ici. Donc, notre première question, c'est pourquoi vous avez décidé de vous installer à Singapour? Alors, je sais que vous avez tous les deux un vécu à Singapour, donc c'est un petit peu biaisé comme question. Mais toutes les startups qui sont là ce soir ne sont pas à Singapour. Donc, c'est important de leur donner votre éclairage. Pourquoi vous avez choisi Singapour pour développer une startup en cyber française et du coup, quels sont vos retours là-dessus? Je pense qu'à tous les deux, on peut vous poser cette question.
Pierre, tu vas commencer ou... Ouais, si tu veux. Je peux. Moi, j'ai deux. Il y a deux aspects, je dirais. Il y en a un, c'est l'aspect rencontre. Donc là, je l'ai évoqué brièvement, qui compte toujours dans la vie entrepreneuriale. Donc, j'avais gardé contact avec les associés d'Equity. Et quand on discutait début mi-2020, qui m'expliquaient un peu l'histoire, je leur disais ouais, c'est génial, c'est intéressant, mais il y a encore le product market fit à prouver, toute une histoire à prouver, et donc il vous faut quelqu'un en France. Et moi, mon projet personnel, il est à Singapour. Un an et demi plus tard, fin d'année 2000, fin de l'année dernière, le sujet il avait un peu changé. Equity avait raflé pas mal, à peu près tous les prix d'innovation en France. Passer de quelques clients à 25-30 clients. Et en fait, le sujet qui était de dire comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après, c'est quoi? Et rapidement, en discutant avec des investisseurs potentiels, les investisseurs disaient écoutez, Pierre-Patrick, super équipe, etc. Mais on vous connaît, vous, les Français, vous avez un gros marché domestique et vous allez nous faire un truc franco-français. Et ça nous intéresse pas. Donc, il y avait ce sujet en fait, de passer à l'échelle internationale comme une étape presque indispensable. Et quelque part, le fait que je sois basé à Singapour et que je connaisse l'équipe, ce qui est passé d'un handicap à un asset en fait et un actif dans l'équipe et dans la levée de fonds là, que vous avez pu voir récemment. Donc ça, c'est le côté un peu rencontre. Le deuxième aspect qui est clé, c'est qu'il y a quand même effectivement une stratégie et comment et pourquoi l'Asie, par exemple, par rapport à l'Europe ou les US. Ça, je pense que c'est une carte à jouer pour des startups françaises, parce que l'Europe, c'est un peu déjà c'est vaste, on le sait. Donc il y a plusieurs marchés, on connaît la complexité. À côté de ça, il y a les US, qui est le plus gros marché évidemment, mais les US c'est un peu en mode tout ou rien, quoi, go big or go home. Et à côté de ça, il y a l'Asie, qui est un marché énorme, on a un peu touché du doigt. Et qui en fait, si on raisonne entre potentiel et capacité d'exécution, moi, pour être dans la région depuis un certain temps, et sans doute un choix meilleur peut-être que d'aller se confronter aux acteurs et aux compétiteurs mondiaux qui sont à 95%, en tout cas, si on regarde d'un point de vue funding israélien ou américain. Et en fait, de venir dans un terrain de jeu où il y a du potentiel, certes de la complexité, mais on s'y connaît un peu au temps de l'Europe. Et finalement, ces mêmes compétiteurs, dans leur playbook, ils viennent là assez tardivement. Pour la plupart, évidemment, il y a pas mal d'exceptions, mais on voit que c'est plutôt des acteurs qui viennent se déployer en série C et au-delà. Et donc, quelque part, la capacité à exécuter et à transformer, dans un certain nombre on pourra zoomer, qui viendra des compléments, mais dans l'Asie, au sens large, est sans doute une bonne étape quand on veut rajouter un deuxième continent, quoi. Donc, 2 points, c'est que ça vous a aidé à lever des fonds et à être crédible au-delà de votre marché interne. Et deuxième point, c'est qu'il y a, en fait, la concurrence n'est pas aussi ardue potentiellement qu'en Europe ou aux États-Unis, ou du moins les gros acteurs européens et américains pensent à l'Asie très tardivement. Donc, ça peut être un atout pour des startups françaises à venir en Asie. Ouais, enfin, exactement. Donc, sur l'équipe, effectivement, ça joue d'avoir une équipe qui. L'attente de l'international va se regarder au travers de l'équipe, donc avoir des gens qui ont de l'expérience internationale et qui ont une localisation adaptée. Et effectivement, la compétition qui est peut-être pas la même que celle qu'on va trouver directement aux États-Unis. Kevin, qu'est-ce que tu en penses et quelle est ton expérience? Alors, moi, mon expérience, elle est un petit peu similaire. C'est-à-dire que le fondateur de Yes We Act, c'est un ami d'enfance. Ça faisait aussi longtemps qu'on discutait de est-ce que je rejoins, est-ce que je rejoins pas. Nous, on a décidé de le faire juste après la série A. Ça faisait partie du plan parce que c'est pas non plus quelque chose qui se fait à la légère. On va juste essayer et on va regarder si ça marche ou pas. Il faut quand même déployer un peu de moyens. Donc, ça faisait partie du deal en fait. C'était série A. Ensuite, on ouvre à Singapour immédiatement. Après, pour le reste, effectivement, il y a le marché US. Enfin, là, ça a été très bien résumé par Pierre. Donc, il y a vraiment de grosses possibilités en Asie. Après, là où je peux compléter, c'est plutôt pourquoi Singapour et pas ailleurs dans la région.
pour ouvrir les bureaux. C'est déjà une simplicité quand même qui est assez incroyable pour incorporer une entreprise d'un point de vue taxe, d'un point de vue comptabilité. Enfin, on n'est pas du tout, c'est pas la France. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet d'être très agile. Il y a aussi le fait que depuis Singapour, c'est un petit peu la Suisse de l'Asie. Donc, les pays alentours font aussi confiance à des entreprises qui sont basées à Singapour. Le fait que ça peut être détenu à 100% par une entreprise étrangère, c'est pas forcément le cas dans tous les pays de la région. Et toute la partie corporate qui est vraiment très bien structurée. Il n'y a pas de problème de backchiche ou de ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays. Donc c'est vraiment pour ça Singapour. Après, l'autre possibilité, c'est un petit peu Hong Kong. Mais Hong Kong, ça va être plus pour des entreprises qui visent immédiatement la Chine. La Chine, c'est un marché qui, même si on a des clients en Chine et on se développe en Chine, c'est un marché qui est vraiment à part par rapport au reste de l'Asie du Sud-Est, qui est beaucoup plus abordable. Donc, pour résumer, Singapour, facile de faire des affaires, un setup, mais on y reviendra peut-être plus tard, assez attrayant, et des aides potentielles du gouvernement d'accueillir de nouvelles technologies. Et un positionnement de Singapour, en tout cas en Asie du Sud-Est, assez privilégié parce que Singapour est écouté. Et je pourrais même rajouter que la plupart des headquarters sont à Singapour, donc ce qui quelquefois est beaucoup plus facile pour adresser la région. Je vais passer à la question suivante et puis je vais démarrer par Kevin. Comme ça, cette fois-ci, Pierre, tu compléteras. Puisque Pierre, tu as quand même avancé sur pas mal des questions que nous avions après. Donc, Kevin, ma question concerne la maturité du marché cyber dans ton domaine d'activité, donc le bug bounty, à Singapour et dans la région. Et est-ce que tu fais face à des problématiques par rapport à des réglementations qui sont différentes d'un pays à un autre? Alors, la maturité, elle est très forte. Il y a effectivement, en fait, je pense que la sécurité informatique, il y a peut-être 5 ans, mais après, moi, je connais très mal l'Europe. Ça fait très longtemps que je suis parti, donc c'est un petit peu difficile de répondre. Mais il y a une vraie prise de conscience. Comme quoi, ça peut être des cibles. On a vu dans la présentation de Sylvain, il y a des data breaches qui sont quand même très importantes. Donc, même entre 2019 et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment vu une évolution au niveau de nos interlocuteurs, où avant, c'était un petit peu, oui, bon, ça peut arriver. Maintenant, c'est quand est-ce que ça va nous arriver? Donc ça, c'est quelque chose qui simplifie les choses de notre côté. Il y a des équipes qui sont vraiment très fortes, pas forcément à Singapour, mais dans toute la région. On voit que les capacités des gens sont vraiment en train d'augmenter. L'Indonésie, c'est absolument incroyable le niveau qu'ils peuvent avoir en sécu au niveau du pen test, au niveau de vraiment plein de domaines. Donc c'est vraiment c'est mature. C'est vraiment, on n'y arrive pas dans un contexte où les gens ne prennent pas en compte la sécurité. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Et la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée. Sur la réglementation, est-ce que tu Ouais, fais face à des écarts de réglementation entre les pays? Alors, oui, il y a des écarts de réglementation. C'est pas l'Europe où c'est plus ou moins unifié. On va avoir des différentes réglementations sur. Alors nous, vraiment le bug bounty, hein, on s'interface vraiment. On est proche du pen test. Donc on va avoir en Thaïlande, ils ont leur propre réglementation avec un ciseau qui doit être en Thaïlande. Je suis même pas sûr Thaïlande, mais qui doit être en Thaïlande. On va avoir la Chine où là, la Chine, c'est vraiment compliqué en ce moment avec leur nouvelle régulation aussi, avec l'obligation de la souveraineté des données sur tout ce qui concerne les vulnérabilités. Donc, faut naviguer dans tout ça. Après, faut le prendre en compte. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je pense que nous, il y a des choses qui peuvent nous poser problème, mais jusque-là, on a toujours trouvé une solution. On peut discuter facilement avec les régulateurs. Nous, à Singapour, pour pousser le bug bounty, on a pu discuter
donc avec le MAS, avec le CSA, avec les différentes entités pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, notre point de vue. Et c'est des choses qui bougent très rapidement. Le MAS, donc c'est l'équivalent, je pense, de l'AMF en France. L'autorité des marchés financiers. c'est ça. Oui. Donc c'est un petit peu l'équivalent, qui ont vraiment des guidelines très strictes sur comment tous les BFSI doivent faire de la sécurité. En 2019, ils ont commencé à parler du bug bounty. Maintenant, c'est quelque chose qui est absolument accepté comme moyen de faire ces tests, donc, à Singapour. Donc maintenant, on travaille avec des banques qui peuvent remplacer certains pen tests par du bug bounty. Donc voilà, c'est très dynamique, très agile, et puis ça marche bien, globalement. Et du coup, dans la région, c'est la même chose ou il y a Non, encore... chaque pays est différent. Chaque pays est différent. La Thaïlande, par exemple, c'est beaucoup plus conservateur. La Malaisie est en train d'évoluer. Et la Chine, ils sont très en avance, par exemple, sur tout ce qui est bug bounty, vulnerability disclosure. Mais par contre, avec des contraintes qu'il faut vraiment une entité en Chine et montrer patte blanche au niveau du régulateur. Donc, en termes de simplicité d'installation, est-ce que tu pourrais ranker un tant soit peu pour les startups là où, en termes de maturité, du coup, où ce serait le plus facile de rentrer à part Singapour? Parce qu'on a bien compris que pour l'Asie le du plus Sud-Est, facile, c'est vraiment Singapour. Après, il y a la Malaisie, l'Indonésie, qui sont très, très, très avancés. Hong Kong aussi. Hong Kong, voilà, c'est un peu mon top 3. Voilà. L'Australie aussi. et l'Asie du Nord? Beaucoup plus compliqué. Japon, Corée. Là, c'est compliqué, surtout par rapport à la langue. Où autant dans les pays que j'ai mentionnés avant, il y a vraiment l'anglais et la langue du business. Par contre, en Corée ou au Japon, là, il faut vraiment internationaliser tous les documents. Et c'est une charge de travail supplémentaire. Et les cycles d'achat sont plus compliqués. C'est pas les mêmes moyens pour la prospection. Enfin, c'est des marchés qu'on adresse, hein, mais c'est beaucoup moins. Et du coup, donc là, on a parlé en termes de maturité, en termes de en termes de concurrents, donc on a bien compris que les Israéliens, les Européens et les Américains étaient concentrés sur d'autres marchés et venaient là tardivement. Mais est-ce qu'il y a des concurrents locaux? Oui, il y a des concurrents locaux. Il y en a. Et la concurrence est dure ou il y a du potentiel pour nos startups françaises? Non, il y a un potentiel. En fait, le marché est tellement énorme que si jamais on a déjà, entre guillemets, un product market fit qui a déjà été trouvé en Europe, c'est assez facile de l'exporter. Après, il faut être aussi capable de comprendre les spécificités de chaque pays. On ne vend pas pareil en Malaisie, en Indonésie ou à Singapour. Il faut adapter son message. Il faut comprendre qu'on ne va pas parler avec les mêmes personnes. Et à partir de ce moment-là, ça se passe bien. Mais fais-nous rêver un petit peu, c'est quoi ce potentiel marché-là? Parce que je pense que les gens n'ont pas compris ce que c'était que l'Asie encore. Parce qu'on n'a pas beaucoup de startups ce soir, on en a 3 ou 4. Donc, du coup, ça serait bien de nous éclairer. Si jamais on prend juste l'Indonésie, mais je pense que Boris, qui est là, pourra compléter après. On est sur un pays de 270 millions d'habitants, avec vraiment digital first, avec un nombre énorme d'unicornes. Rien que ça, en fait. Hein, si jamais on regarde le marché domestique français, par exemple, est quand même est important. Mais si jamais on regarde juste l'Indonésie, qui est à une demi-heure de bateau de Singapour, pas de Jakarta, mais, enfin, physiquement, on se retrouve sur des pays qui sont énormes et qui ont une digitalisation qui est très forte, un taux de pénétration mobile qui est absolument incroyable. Enfin, les gens n'utilisent que leur mobile pour faire à peu près tout. Donc, à partir du moment où on est dans ce contexte-là,
c'est difficile de passer à côté. Même question pour Pierre. Donc, difficile de passer en second. Je résume en 10 points. Non, mais on a couvert beaucoup de sujets. Je vais On peut passer à essayer une question suivante si tu préfères. Non, mais je peux essayer de peut-être juste en quelques compléments là, sur alors la taille du marché, effectivement, juste pour repartir dans le sens inverse, effectivement. Alors j'ai pas les chiffres en cyber exactement, mais je sais que dans mon précédent job en network, en infrastructure networking, il faut savoir que les marchés dans le monde, les tailles de marché, c'est US, et en numéro 2 et numéro 3, presque ex aequo sur les marchés, c'est Japon et Chine. Et là, on parle que Japon et Chine. On parle pas de Singapour, de toute l'Asie du Sud-Est, de l'Inde, de l'Australie. Donc, c'est juste massif. Euh, Après, effectivement, on a parlé de la difficulté de faire du business et c'est là où il faut être sélectif parce que ça va dépendre des. On l'a dit. Donc, Singapour, c'est le plus facile et le plus naturel parce qu'il y a deux choses. Un marché qui est relativement petit, enfin, la taille du pays, etc., est petit, mais en fait, qui punch above its weight parce qu'il y a plein de MNC. Donc, en fait, par rapport à la taille de la population, le potentiel B2B, il est énorme. Du fait que énormément de headquarters de boîtes se trouvent ici. Donc les dépenses IT sont extrêmement concentrées et a fortiori en sécurité, qui est un sujet assez régalien concentré, on a énormément de capacités d'achat ici. Donc c'est pour ça que c'est un des choix les plus évidents. Puis l'autre point qui est important aussi dans cette analyse de pays, c'est quels sont les clients ciblés, quoi. Donc nous par exemple, parce qu'en tout cas c'est là que ça a marché, donc c'est plutôt là qu'on cherche à continuer évidemment à répliquer, c'est très grande entreprise, grand compte. Donc si on est MNCs, large account, Singapour, c'est évident. Si on veut faire du SMB en priorité, bon, il y a un tissu du SMB, mais c'est pas pareil. Et peut-être le dernier critère aussi dans l'analyse pour simplifier un peu tous les choix et tous les pays, c'est aussi de raisonner c'est quoi la proposition de valeur, les problèmes qu'on résout. Et souvent, et par rapport à ce sujet de compétition, il y a quand même je sais pas si c'est une dichotomie, c'est un peu simple, mais il y a des pays à haut coût et des pays à bas coût. Et c'est pas la même chose déjà de l'impact du workforce et la culture aussi de ces pays entre des pays à haut coût à coût assez élevé comme Singapour, l'Australie, la Corée, le Japon, qui sont à peu près la Chine, je sais plus. Elle est plus dans les pays à bas coût, ça c'est sûr, mais un peu entre les deux. Et l'Asie du Sud-Est qui est plutôt un peu dans la deuxième catégorie. Et donc là, on va voir que les critères sont pas les mêmes, ou effectivement à Singapour, et là, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je pense que je vais mettre des points sur d'autres critères, mais si tu veux, dans la culture d'achat, ou par exemple des pays comme l'Indonésie ou la Chine ont une culture très entrepreneuriale, très tech, et donc des livres, etc., avec peut-être un côté approche aversion risque qui est plus faible, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi plus d'exposition au risque. Là où à Singapour, va être dans l'innovation, mais avec une aversion risque qui fait qu'il y a un rapide deuxième, une grosse prise en compte de la réglementation, de la compliance. Etc. Donc l'innovation disruptive à Singapour, c'est bien, mais faut arriver, faut pas être là pour vendre une bêta, quoi. Faut arriver avec quelque chose d'assez éprouvé. Voilà quelques compléments que je peux apporter à la question. Alors justement, Pierre, je vais te poser une autre question. Par rapport, puisque tu adresses plutôt des grandes entreprises, quelles sont les attentes aujourd'hui des ciseaux des grandes entreprises par rapport à ce que vous pouvez leur apporter comme solution? Est-ce qu'ils cherchent de la techno? Est-ce qu'ils cherchent du process? Ouais, alors donc là j'ai commencé à l'évoquer. Je pense que bon après c'est comme le premier point aussi culturellement, peut-être pour faire le lien entre les deux, c'est que ça va être différent à Singapour dans certains pays d'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire qu'à Singapour, on va voir, on a cette ouverture, c'est westernized, donc c'est occidental, la manière de faire du business, c'est on présente un business case, des features, une solution à un problème business, ce que ça va rapporter. Ça passe peut-être par un appel d'offres, une propale, voilà, toutes des choses bien contractuelles, un cadre corpus contractuel qui, pour nous, Européens ou pour les Américains, est assez attendu. Là où peut-être dans d'autres pays, on peut trouver une manière de faire du business où le poids du relationnel, de l'engagement par rapport à un schéma contractuel est assez différent déjà. Donc ça, dans les modes d'achat et de contractualisation et donc de la manière de se développer, c'est assez différent. Donc dit autrement, à Singapour,
il y a cette facilité d'être presque pas connu, et d'être qu'on soit européen, américain, chinois, etc. Ça pose aucun problème dès lors qu'on arrive avec une solution pour entreprise. Donc ça c'est là où dans d'autres pays avoir quelqu'un local sera sinon nécessaire, voire indispensable, quoi, pour avoir justement un certain réseau et des connexions avec l'écosystème et là où le relationnel va parfois primer. Donc ça, c'est un premier point. Et après, les deux autres points que j'ai mentionnés, c'est là aussi, ça va dépendre des pays, mais des pays qui sont très sensibles à la compliance. C'est le cas de Singapour, là où d'autres pays seront peut-être plus ouverts et plus matures, enfin pas forcément plus ouverts, mais plus prêts à prendre des risques, être dans une logique d'innovation. Et là aussi, ça va dépendre des pays. Donc cette analyse et cette lecture sur les choix des pays est importante, suivant qu'on arrive sur un segment un peu mature qui existe, ou si on doit évangéliser. Faut choisir ses pays en fonction de ça quand même. Kevin, quelque chose à rajouter? Non. Toi qui es tout le temps en contact avec des ciseaux. Non, pas. C'est vrai. Après, je pense que ça dépend tellement du produit, tellement de. C'est vrai. Que c'est difficile de faire une réponse générique sur ça. Du coup, on rebondit sur vos premiers clients. Donc, Pierre, je sais que c'est pas encore le cas. Toi, tu es plus sur l'analyse en ce moment, mais c'est bien parce qu'on a du coup deux regards différents et tu nous as bien montré comment toi tu voulais pénétrer le marché. Kevin, toi, donc il y a déjà 3 ans. Quels ont été tes premiers clients et quelles difficultés tu as eues au départ? Avec le biais, bien sûr, que tu connais un petit peu le marché, étant donné que ça faisait plusieurs années. Peut-être évoquer ce qui t'a permis d'aller plus vite également, pour que les startups anticipent certaines difficultés. Et après, celles auxquelles tu as été confronté en tant que une startup qui n'est pas connue et qui est sur ce marché-là. Alors, l'avantage que j'avais, c'est que je connais quand même pas mal de monde à Singapour. Donc, j'ai pu vraiment, dès le début, au moment même, j'ai envie de dire presque même avant de lancer vraiment YesWeHack, de pouvoir discuter avec beaucoup de gens, d'essayer de rencontrer le plus de personnes possible. Est-ce qu'il y a un intérêt? Comment ça pourrait se passer? Donc ça aide énormément, parce qu'il y a un petit peu ce côté ouverture où on peut aller voir par des biais comme même la French Tech Cyber ou discuter avec un panel sans directement rentrer dans un processus de vente répétitif. Et je le dis pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt at scale. Donc au début, clairement, c'est pas at scale. C'est des cycles de vente qui seront très longs, avec énormément de conversations. On peut vraiment, en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire vraiment se focus sur certains deals où il va falloir vraiment qu'on fasse nos preuves. Après, ça reste Singapour, c'est-à-dire que c'est, comme disait Pierre, c'est très carré, il y a des RFP, il y a des process. L'avantage du réseau va être plutôt que on va savoir qu'il y a des RFP, alors que sinon on n'aurait même pas été invité. Donc ça marche pour peut-être le premier client. Et ensuite, là, il va falloir vraiment faire ses preuves et gagner en crédibilité dans la région. Et pour ça, c'est du sales bête et méchant. C'est vraiment faire de la prospection comme on pourrait la faire dans n'importe quel marché où on n'a pas le bénéfice, contrairement, par exemple, en France. Et pour notre cas, YesWeHack, c'est un petit peu historique. Ça fait très longtemps qu'on est, même si au début c'était tout petit, il y a un peu cette facilité où nos premiers clients nous connaissaient d'événements et on avait fait les prototypes avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est bénéfique en France. Par contre, quand on arrive à Singapour et qu'on dit, je sais pas moi, pour des clients publics, on dit on travaille, je sais pas moi, avec
la SNCF ou ils savent même pas ce que c'est. Donc désolé Pauline, hein, j'étais obligé. Et Je suis pas citée d'ailleurs. et donc à partir du moment où en fait personne nous connaît, il va falloir être vraiment bon. Il va falloir vraiment insister. Et après, on va gagner au fur et à mesure en crédibilité. Et une fois qu'on gagne en crédibilité, qu'on commence à travailler avec beaucoup d'entreprises de la région, il ne faut pas hésiter à demander des références. En plus, nous, on est sur un côté qui est un peu privé. 95% des entreprises ne disent pas qu'elles font du bug bounty. Il y a encore ce côté, surtout à Singapour, où les entreprises ont un peu cette posture. Non, nous, on n'a pas de vulnérabilité. Donc, même si elles font du bug bounty, elles font des choses comme ça, elles sont pas prêtes à s'exposer. Donc, par contre, ce qui est très bien avec l'écosystème singapourien, c'est que c'est aussi relativement facile, si les clients sont contents, de leur demander une référence quand on va être sur un RFP. Et nous, on a beaucoup travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'au début, on a eu nos premiers clients, quand on a voulu travailler avec une autre entreprise et que c'était un petit peu similaire, on peut leur dire, est-ce que ça vous dérangerait de discuter avec cette personne et de dire ce que vous pensez de nos services. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à grossir. Après, on a aussi grossi l'équipe commerciale avec pas mal de langages. On a aujourd'hui dans l'équipe pas que commercial, hein, on a 6 nationalités. On a des gens qui parlent bahasa, des gens qui parlent mandarin, cantonais, anglais, malaisien, enfin bahasa malaisien. Enfin, on a vraiment toutes les langues qui nous permettent aussi vraiment de rayonner beaucoup plus sur la région. Ah, ça tombe bien, Kevin. Ça m'invite à la question qui gratte un peu, qui concerne le recrutement. Donc justement, là, tu dis que tu as élargi tes équipes avec un certain nombre de langues. Aujourd'hui, comment se passent vos recrutements? On sait que le marché, hein, il n'y a pas de secret, hein, que ce soit à Singapour ou ailleurs, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment vous faites pour faire venir des profils sur des startups françaises qui sont pas forcément connues sur le marché et quels sont les profils types qui vous permettent de sécuriser votre succès et quels sont vraiment si vous deviez pouvoir recruter un mouton à 5 pattes, qui serait-il et comment vous faites pour le faire venir? Tu veux C'était la commencer, question Pierre? qui gratte. Ok. Non, mais je vais essayer de faire un bridge entre les deux questions parce que le point complémentaire, et je sais que c'est un peu différent de Kevin, donc ce sera complémentaire de ce qui a été le modèle. Je pense qu'il y a aussi une question sur comment tu vas passer à l'échelle, est-ce que tu vas en direct ou en indirect. Donc nous, un des sujets pour reprendre les 2 points précédents, qui est de dire comment tu passes à l'échelle, comment est-ce que tu as assez de bonhommes sur le terrain pour passer à l'échelle. Et aussi, quand tu es une start-up et que tu dois vendre à des très grandes entreprises, peut-être comment est-ce que tu assois un peu ta crédibilité, ton ancrage local, ta taille, une stratégie peut-être de passer par des partenaires. Donc ça pas été le modèle Yasuyak dans la région. Donc ça marche, ça veut dire que ça peut marcher directement. Mais une réflexion qu'on a, nous, puisque notre modèle il est à peu près 50-50 en France, entre partenaires et direct, c'est d'essayer de regarder sur, même si au début, il faut, en fait, le travail à faire 100% direct, hein, c'est comme ça que ça marche les partenaires. Il faut d'abord amener à manger à la table commune et prouver sa valeur avant qu'il y ait un renvoi d'ascenseur. Mais par rapport à ce que disait Kevin, qui est très important sur la référençabilité, le fait que ça parle autour de soi, dont on bénéficie beaucoup plus facilement dans son marché domestique, voire même au niveau de l'Europe, hein, le bouche à oreille travaille plus facilement là. Et là, c'est un peu loin. Donc ce côté passer par des partenaires peut être une approche. Et peut-être que dans 2 ans, si on en refait un, je vous dirai ce que ça a donné pour nous. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion. Et ça peut aller avec la réflexion, et ça c'était aussi ma boîte précédente, on était 100% indirect. C'est ce qui permet quand même aussi d'avoir un petit effet multiplicateur. Donc oui, c'est plus lourd, c'est plus compliqué à manœuvrer. Mais par contre, ça évite que avec juste une personne, parfois, même pas nécessairement dans le pays, tu peux avoir accès à quelqu'un qui est très implanté pour ouvrir un pays, par exemple. Donc certains business, et le plus stratégique, il y aura une prise beaucoup plus forte, plus d'équipes à recruter.
mais potentiellement pour ouvrir des nouveaux pays, étendre un peu sa couverture, ou pour faire face à des difficultés de recrutement, d'avoir des gens peut-être pas aussi spécialisés et aussi bons dans sa niche que si on les avait recrutés soi-même, mais de passer par des partenaires qui sont forcément un peu plus généralistes, mais qu'on peut coacher, animer. Donc ça va dépendre, comme dirait Kevin, sans doute très certainement aussi de la proposition de valeur et à quel point c'est spécialisé et du niveau de maîtrise qu'il faut avoir. Et donc ça, c'est une réponse sur le sujet recrutement. Et juste ouais. Sur ce point-là, en termes de partenaires, tu penses à quoi? C'est des resellers? Il y a toute là, c'est toute la panoplie. Là, c'est facile parce que c'est souvent, là aussi, c'est un des avantages d'avoir été un peu sur place. C'est quand même une petite communauté. Donc, les gens qui font de l'infrastructure, de la sécurité. Donc, il y a les system integrators, les MSSP, les distributeurs avec leur réseau de resellers pour avoir des petits agiles et puis qui sont prêts à tester et à co-construire, des plus gros à la Ensign, NCS, NTT et consorts. Et ça, voilà, tout dépend après, encore une fois, de sa proposition de valeur et comment elle peut s'insérer et quel est le bon fit, en fait, avec des partenaires. Mais typiquement, offrir une solution SaaS pour des systèmes intégrateurs, voire des sociétés de consulting et pen testing, donc qui sont plus dans le service, pas du tout dans le mode manager. En France, c'est quelque chose qui marche bien parce qu'ils voient une opportunité d'étendre avec des services plus récurrents, d'accompagner leurs clients de manière plus en mode manager finalement, que juste de faire des services ad hoc. Donc c'est un type de partenariat où ce qu'on offre une complémentarité et de solutions et de business model à des partenaires. Ok, donc on arrive à dupliquer le système qu'on utilise en France, ici en Asie. Ouais, exactement. Il faut bien réfléchir à la complémentarité qu'on offre. Après, sur les recrutements, moi, ça va être assez simple. J'ai envie de dire, alors c'est dur comme partout ailleurs. En fait, je vais pas rentrer. Peut-être ça va être plus facile à notre échelle puisqu'on a recruté une dizaine de personnes. Donc, tant qu'on passe pas un certain volume, c'est peut-être moins compliqué. Mais c'est important sans doute là aussi d'avoir un peu d'ancrage local pour la clé, c'est souvent une démarche de réseau, quoi. Des gens qui connaissent des gens, il y a déjà un fit culturel, un intérêt qui est là et qui va permettre de contourner certaines difficultés du marché qui sont pas de talent ou très peu, un talent de pool limité. Je parle de la surenchère, salaire, etc., mais c'est même pas le sujet. Et il y a peut-être un petit dernier truc spicy spécial à Singapour. Je parlais du côté culturel, aversion au risque. Il y a quand même, finalement, par rapport à la France ou l'Europe, où il y a quand même la vague French Tech, Startup, etc., attire. Ici, finalement, avant de quitter une grosse entreprise bien sécurisante, bien confortable, il y a encore plus de difficultés. Donc, un vrai pay point. Donc, il faut savoir bien se vendre et passer beaucoup de temps au recrutement. Je crois que Kevin, c'est le cas. Parce que toi, tu passes une bonne partie de ton temps. Ouais, le recrutement, c'est super important. Donc, nous, on a une équipe qui est très, très locale. On n'a que notre office manager qui est française. Tout le reste, c'est différentes nationalités, mais c'est des gens de la région. Donc, ça, c'est aussi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. On est une société, on est en Asie. Vouloir avoir une équipe que française, je pense que c'est pas une bonne chose. Au contraire, ça aide parce que justement les spécificités locales de chaque pays, des choses que malgré quelques années dans le coin, j'ai encore du mal à appréhender. C'est aussi une difficulté parce qu'il faut que toute la compagnie s'y mette. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les mails en français, il faut arrêter toute la communication en français. Il faut vraiment switcher et passer en mode international. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Après, moi, je passe vraiment beaucoup de temps à recruter. Hein. C'est presque 2-3 heures par jour. On grossit aussi pas mal. Là, on va être une quinzaine. On recrute encore une dizaine de personnes. Donc ouais, c'est du temps. Et aussi, moi, j'ai un petit peu changé dans les profils que je vais cibler. Clairement, nous, on a eu des candidats qui étaient vraiment parfaits, mais
et ça c'est une vraie anecdote, on m'a dit que les parents de la personne ne voulaient pas qu'il travaille pour une compagnie qui s'appelait Yes We Hack. Donc ça arrive. Faut le prendre en compte. Après, il y a aussi pas mal de gens qui peuvent avoir fait des grosses boîtes, qui ont un petit peu aussi la désillusion de ah bah ok, on a travaillé. Moi, j'ai quelqu'un de mon équipe qui vient de Facebook, Meta, et qui a vu ce qu'était la réalité de ce genre d'entreprise, où au contraire, ils n'ont pas de flexibilité, ils peuvent pas vraiment contribuer à l'entreprise. Donc ça fait partie de ce que Pierre disait, la vente du job, où là, ils ont la chance de pouvoir contribuer réellement à la croissance d'une entreprise, et ce qu'ils vont faire va avoir un impact. Ils vont être capables de voir l'impact. Et ça, c'est quand même quelque chose qui attire pas mal de gens. Il faut trouver les bons profils, il faut être sûr qu'ils sont faits pour ça. Et moi, je cherche aussi des gens qui sont relativement stables, pas des gens qui cherchent juste à prendre leur 5% d'augmentation et qui, au bout de 6 mois, vont changer. Donc, ouais, c'est du temps, c'est une grosse partie de mon travail. Alors, il nous reste... Peut-être juste un point qu'on n'a pas dit aussi, pour le vendre aussi, la capacité à recruter en étant une entreprise européenne, là, on a quand même un premium. On a évoqué pas mal de difficultés, mais le style de management européen, d'empowerment, d'avoir un impact, etc., par rapport à être un maillon du process dans un schéma très... soit parfois, et voilà, je dresse un tableau à gros coups de pinceau, mais parfois un peu dans le micromanagement ou à l'américaine, très processé, où on a un maillon de la chaîne. Ils connaissent, ils voient les limites, là où la perception et la réalité, sans doute, le management un peu plus de boîtes européennes, a fortiori petites, qui ne sont pas des mastodontes bureaucratiques, ouais, ça attire. Donc ça, dans les arguments, c'est connu ou ressenti, et on peut insister dessus, ça prend. Alors, juste, ouais, un petit truc à ajouter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Singapour, il y a des quotas pour les visas. On ne fait pas venir si jamais on a envie de faire venir des gens de France ou de l'étranger, c'est de plus en plus compliqué. Et même si les gens ne sont pas de nationalité singapourienne ou PR, en fonction des niveaux de salaire, il y a des visas à demander, ça peut être plus ou moins compliqué. Et il y a on va dire que le gouvernement met une pression très forte sur les entreprises pour engager local et former local. Après, c'est peut-être conjoncturel avec le Covid, on verra si Voilà, on verra. Ça a été très ouvert, ça s'est refermé. Ça a été très ouvert avant, et là, le Covid, tout le monde, comme partout dans le monde, tout le monde a refermé un petit peu les frontières. Et puis, je pense que la question des talents, elle est un petit peu posée partout, hein, surtout en ce moment sur les profils tech. Je crois que c'est un petit peu compliqué. Ce que tu disais, Kevin, est vrai partout. Cette demande de sens et de valeur. Donc il nous reste quelques minutes là avant de prendre les différentes questions ou de se retrouver ensemble pour discuter. Quels ont été les vrais challenges, donc à part le recrutement et les talents, que vous avez éprouvé quand vous avez monté l'entité ici à Singapour? Donc le premier, c'est les talents, on a bien compris. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Tu veux y aller, Kevin ou... Ouais. Il faut... Est-ce que c'est vraiment une difficulté? Non, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on arrive à Singapour, on recrée une structure. Ça veut dire que même si jamais on a une certaine notoriété en Europe, quand on arrive en Asie, on n'est rien. Enfin, on a des références qui valent pas grand-chose. On est une no-name compagnie. Même si jamais dans les salons en France, tout le monde vient nous serrer la main, on arrive à Singapour, les gens me regardent. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte avec un nom pareil? Donc ça, il faut je pensais un petit peu plus quand on a ouvert qu'on allait bénéficier un petit peu de cette marque, alors qu'en réalité, on n'en a pas du tout bénéficié. Mais ce qui est presque pas plus mal, parce que ça nous a aussi forcé à vraiment nous adapter et à reconstruire cette marque en Asie.
Et Pierre, en 2 minutes? Ouais, même pas en une minute. Mais en fait, moi, j'ai pas, j'ai plutôt eu des bonnes surprises. La première, bon, on a parlé, c'est quand même la facilité à ouvrir une entité. Enfin, voilà, je pense que l'on est tous pareil quand on est entrepreneur, on a vraiment horreur de tout ce qui est bureaucratie et process et administration qui nous ralentissent. Et là, c'est extrêmement simple. Bon, la banque, on est entre les deux, hein, mais bon, ça se fait, quoi. Il faut faire 2, 3 rendez-vous et remplir plein de papiers. Mais après, c'est très rapide, en fait. Donc moi, j'ai eu plutôt tous les meilleurs délais pour obtention visa, ouverture compte bancaire, création. C'est d'une rapidité, enfin, c'est redoutable d'efficacité. Donc ça, c'était plutôt facile. Puis le deuxième, qui est un côté sympa, qu'on connaît bien, en tout cas en France, en Europe, qui est le côté très communautaire du côté cyber, où les gens se connaissent énormément. C'est vraiment une petite communauté. Mais en fait, j'ai eu la bonne surprise, un peu grâce au Covid, puisqu'avant, je voyageais énormément dans la région. Donc j'étais pas forcément très connecté à Singapour, ironiquement. Puis avec le Covid, j'ai découvert qu'il y avait une très bonne justement communauté avec la French Tech Cyber, qui est aussi à la fois petite communauté, mais ce qui est aussi qui gâche rien, bien au contraire, qui est ouverte, assez inclusif, puisque c'est pas du tout contrairement à d'autres communautés, un repère de Français, mais que c'est très ouvert. Donc ça, c'est très sympa, quoi, parce qu'on retrouve justement énormément de gens qui se connaissent de différents horizons, réunis autour de la cyber. C'est une belle communauté qui va encore mieux revivre. Parfaite transition avec les Partir de mesures la semaine d'ouverture. prochaine. Voilà. Merci pour la pub, Pierre, sur la French Tech. Merci. Non, mais juste Ça pour sert, continuer là-dessus, sur la French Tech, en tout cas à Singapour, on a une quinzaine de chapters, dont celui de la cyber, et on est entre 2000 et 3000 juste sur Singapour. Et en plus, comme on s'allie avec les autres French Tech, d'ailleurs, ce qui permettra aussi de clôturer un petit peu ce panel avant de passer aux questions, c'est qu'on va faire le même type de panel extrêmement fermé et juste pour des startups au Japon et en Australie sur le même format. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, Kevin et Pierre, si vous voulez poser toutes les questions à des entrepreneurs, n'hésitez pas, si vous avez une velléité à aller ou à approfondir le Japon et l'Australie. En tout cas, merci à tous. C'était extrêmement instructif. J'espère que les startups ont apprécié. Donc là, je vous propose d'aller rejoindre les tables. Je vais essayer de le faire pour qu'on puisse discuter tous ensemble et du coup que les startups vous posent des questions en off sans qu'on soit sous l'effet de la caméra. Au revoir. Alors, je ne sais pas comment on fait.